Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé et Sécurité. Dans cet épisode, nous allons parler de l'application Le Bon Samaritain. Le Bon Samaritain, qu'est-ce que c'est ? C'est une application qui permet aux services de secours, les pompiers, le SAMU, lorsqu'ils reçoivent un appel pour un arrêt cardiaque, de localiser et d'alerter des volontaires formés aux gestes qui sauvent afin de porter secours à la victime ou d'aller chercher un défibrillateur. Lors d'un arrêt cardiaque, notre cerveau perd environ 10% de son activité cérébrale par minute. En France, les secours mettent environ 10 minutes à intervenir. Ajoutez à cela le temps de donner l'alerte et faites le calcul. Si aucune réanimation cardio-pulmonaire n'est initiée rapidement, les chances de survie d'une personne victime d'un arrêt cardiaque sont pas bien grandes, voire quasi nulles. Le déclenchement de secouristes, qui pourrait être immédiatement à proximité de cette victime sans forcément le savoir, permettent de débuter une réanimation rapidement dans l'attente des services de secours. Pour découvrir le Bon Samaritain et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser au sujet de cette application qui sauve réellement des vies, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro le président de l'association, le docteur Paul Dardel. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Paul, merci d'être venu au micro du podcast Santé et Sécurité pour nous parler de l'application Le Bon Samaritain que je viens de présenter brièvement en introduction. Alors du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire 2-3 mots sur qui vous êtes ? Oui, bonjour Sébastien. Écoutez, merci d'abord de m'inviter à présenter Le Bon Samaritain et en parler. Donc moi je suis Paul Dardel, je suis médecin de formation, j'ai travaillé 15 ans au SAMU, donc je suis médecin urgentiste notamment, et passionné d'informatique. Et c'est comme ça que j'ai petit à petit mis la main dans l'engrenage de l'informatique, des applications mobiles, et que de fil en aiguille, je me suis retrouvé à créer Le Bon Samaritain il y a maintenant plus de 5 ans. D'accord. Alors justement, c'était une des questions que je voulais vous poser, c'est quelle était la genèse de l'application ? D'abord, est-ce que c'est vous qui l'avez développée et créée cette application ? Et pourquoi, comment vous est venue cette idée de cette application ? Alors en fait, l'idée, elle remonte à il y a assez longtemps. Tout a commencé non pas avec Le Bon Samaritain, mais avec l'application Staying Alive, application mobile qui recense les défibrillateurs. En fait, on a commencé comme ça en 2010-2011 à lancer une application qui recensait les défibrillateurs, en France d'abord, et puis après dans un certain nombre de pays. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que on avait une assez belle cartographie des défibrillateurs en France, mais qu'ils n'étaient pas utilisés. Et que de plus, beaucoup d'utilisateurs, on avait des gros chiffres de téléchargement. C'est-à-dire que Staying Alive aujourd'hui, c'est plus d'1 800 000 téléchargements. Et donc, on s'est dit que tous ces gens qui téléchargeaient l'application, à part quelques hypochondriaques peut-être, étaient principalement des gens concernés par le secours, la santé, l'urgence médicale, et que donc il y avait là un vrai vivier de bénévoles à recruter, à fédérer de manière à lancer Le Bon Samaritain. Et le déclic final est venu après que j'ai fait un voyage en Suisse, dans le Tessin, à Lugano, où ils ont toujours une solution équivalente dont on s'est inspiré pour lancer Le Bon Samaritain. D'accord. Je rebondis sur Staying Alive et la cartographie, mais récemment, suite à l'arrêté de 2018 sur les défibrillateurs cardiaques et qui l'a rendu obligatoire dans grand nombre des établissements recevant du public, le gouvernement a créé la base GODAE, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Est-ce que vous y avez contribué, du coup, fort de votre expérience déjà dans cette cartographie ? Alors, c'est un petit peu compliqué. En fait, on était en contact assez étroit avec la Direction générale de la santé dans les phases préliminaires, c'est-à-dire qu'avant que le texte de loi soit voté, au moment où il a été voté, on avait déjà des discussions assez régulières avec la DGS autour de la cartographie des défibrillateurs, du Bon Samaritain. C'était des sujets sur lesquels on les avait sollicités à plusieurs reprises pour avoir leur soutien. On avait obtenu le soutien officiel d'Agnès Buzyn à l'époque, quand on a lancé Le Bon Samaritain. Donc on était en contact avec eux. Quand le texte de loi est passé, ils nous ont envoyé une mission de consultants qui sont venus nous auditer, à qui on a montré tout ce qu'on faisait, comment on travaillait, quelles étaient les données que l'on recueillait, la structure de nos bases de données, etc. Et puis finalement, à la fin de leur audit, ils ont décidé qu'ils allaient le faire eux-mêmes. On a été un peu surpris, je l'avoue, et ils allaient recommencer. Et donc, j'allais dire, à partir de ce moment-là, on a été un peu échaudés.
on a été sollicité pour, j'allais dire, leur donner nos défibrillateurs. À l'époque, on devait en avoir, je crois, 180 000 dans la base de données. Et on l'a pas fait parce que on a estimé que même si ces données sont des données gratuites et accessibles à tous, c'était finalement le fruit de notre travail. Euh, Ça faisait 10 ans qu'on travaillait et qu'on travaille toujours à recenser, cartographier, corriger, ajouter, modifier des défibrillateurs dans cette base de données. C'est un peu notre bébé. Et on n'a pas voulu lâcher notre bébé et on continue à s'en occuper. Et j'allais dire, il vit sa vie parallèle à la base GeoDAE depuis, plutôt avec succès. Mais du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment elle s'alimente cette base de données, comment ça fonctionne et comment on l'incrémente en fait? Bien sûr, Staying Alive est une base de données dont la principale caractéristique est d'être une application communautaire. Et donc, c'est du crowdsourcing, l'essentiel de l'alimentation, mais c'est pas le seul canal. Donc, le premier canal est le plus important, donc c'est communautaire. Vous téléchargez l'application Staying Alive, qui est gratuite bien évidemment, et vous pouvez très facilement, en quelques clics, ajouter un défibrillateur. Vous voyez un défibrillateur à la gare, à la pharmacie, dans votre entreprise, peu importe où, vous pouvez l'ajouter en quelques clics. L'application vous géolocalise, propose l'adresse, il suffit de rajouter un nom, et on peut mettre extrêmement peu d'informations pour commencer à saisir un défibrillateur, et c'est très facile. Ça, c'est le premier canal, ça représente le gros de l'alimentation de la base de données, on va dire. Ensuite, on a un deuxième canal qui est la fourniture de données directement, soit par des entreprises, soit par des collectivités. On a beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui, ayant connaissance de notre application, souhaitent que leur défibrillateur soit référencé et nous adressent des fichiers, des listings de défibrillateurs que nous travaillons et importons dans notre base de données. L'exemple le plus frappant et le plus récent, c'est la ville de Paris qui vient de nous envoyer un listing de 800 défibrillateurs pour tous les défibrillateurs appartenant à la ville et gérés par la ville. Il y en a évidemment bien plus à Paris que nous avons intégrés, mais on a des tas de communes comme ça qui nous donnent leurs défibrillateurs. On a pas mal d'entreprises aussi qui ont fourni leurs défibrillateurs. Et puis on a aussi un canal qui est un site web qu'on a créé à côté de Staying Alive qui s'appelle Defibmap, defibmap.org, qui est un site gratuit sur lequel les villes peuvent déclarer leurs défibrillateurs. Et donc en fait ils peuvent créer un compte et ensuite ils gèrent leur parc de défibrillateurs sur ce site. Ils peuvent le mettre à jour, ils peuvent gérer une carte dynamique de leur défibrillateur, la mettre sur leur site web, la mettre sur leurs réseaux sociaux. Et nous, ça nous donne finalement une garantie supplémentaire parce que, contrairement au crowdsourcing, où on ne sait pas qui est la personne qui ajoute le défibrillateur, avec des Defibmap ou avec l'envoi d'un fichier par une entreprise ou une collectivité, on sait qui fournit la donnée et donc ça donne plus de valeur à cette donnée. Enfin, on travaille aussi avec des distributeurs de défibrillateurs qui nous fournissent le listing de leurs clients. Voilà, ça c'est les gros canaux, on va dire, d'approvisionnement de la base de données. D'accord, c'est très intéressant. Alors, on rappelle quand même que Staying Alive, comme le Bon Samaritain, c'est entièrement gratuit et que vous êtes une association, loi 1901, à but non lucratif. Hein. Absolument. La Staying Alive est gratuite depuis le premier jour. La première version a dû sortir fin 2010. Donc ça fait 12 ans maintenant. Le Bon Samaritain, lui, a été lancé en 2016 en expérimentation, début 2016, janvier 2016 avec les pompiers de Paris, avant de se développer sur le territoire national à partir de 2017. Les deux sont évidemment entièrement gratuits, sachant que Staying Alive vit par elle-même, j'ai envie de dire, et que le Bon Samaritain, lui, est financé par des dons de mécènes, d'entreprises privées surtout, et un petit peu de dons publics, de subventions publiques, dont la Direction générale de la sécurité civile, qui nous soutient depuis maintenant plus de 2 ans. D'accord. Revenons sur le Bon Samaritain. J'ai expliqué dans l'intro brièvement comment fonctionnait l'application. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son fonctionnement, sur qui sont les bons Samaritains et voilà comment elle est utilisée cette application finalement? Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, qui sont les bons samaritains? On va commencer par celle-là, elle est plus rapide. Les bons samaritains, c'est vous, moi, monsieur et madame tout le monde. Pour être bon samaritain, il n'est pas nécessaire d'être formé au geste qui sauve. C'est préférable, évidemment, mais tout le monde peut devenir bon samaritain. Et lorsque l'on s'inscrit, l'application Staying Alive va vous demander si vous êtes formé ou non. Si vous êtes formé, quelle est votre
type de formation. Est-ce que vous êtes un professionnel de santé, médecin, pharmacien, kiné, infirmière? Si vous êtes sapeur-pompier, est-ce que vous êtes professionnel, volontaire? Si vous êtes secouriste, est-ce que vous avez le PSC1, le PSE1, le PSE2? Enfin bref, on essaye d'avoir une assez bonne visibilité, une bonne compréhension de qui sont nos bons samaritains, et on demande aux gens formés de nous fournir une attestation, un justificatif quel qu'il soit, qui nous permet de confirmer qu'ils sont bien formés. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire en non formé, parce que nous utilisons la bonne volonté des bons samaritains non formés pour aller chercher un défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque. Tout le monde, même non formé, peut aller chercher un défibrillateur. Donc, en fait, toutes les personnes formées sont envoyées vers la victime, alors que les personnes non formées sont envoyées vers les défibrillateurs dans un premier temps, puis vers la victime. Donc ça répond un peu à la question de qui sont les bons samaritains. Vous allez me demander combien ils sont, donc je vais vous le dire tout de suite. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 190 000, avec une croissance du parc qui est de entre 3 et 5 000 par mois, selon les périodes de l'année, selon les opérations de communication qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est qui sont les bons samaritains. Quand le bon samaritain marche, c'est à la fois très simple mais un peu long à expliquer. Le bon samaritain, d'abord, est un service qui est utilisé par les services de secours. C'est-à-dire que nous, associations, ne sommes pas les personnes qui décidons d'envoyer un bon samaritain en cas d'intervention, d'appel de détresse. C'est vraiment un système qui est intégré à la chaîne de secours officielle. Et donc, les départements dans lesquels nous sommes présents aujourd'hui ont accès à notre outil, qui est un outil basé dans le cloud. Et donc, ils se connectent sur leur interface et peuvent à tout moment faire appel à des bons samaritains s'ils le souhaitent. Ça relève de leur décision. Après, comment ça marche? C'est très simple. Quand ils reçoivent un appel pour une urgence vitale, ils décident d'envoyer des bons samaritains. Une fois qu'ils auront envoyé les secours habituels, puisqu'évidemment le bon samaritain n'est en aucun cas là pour se substituer aux moyens de secours traditionnels, ils vont rechercher en temps réel les bons samaritains situés à proximité de la situation urgente, et ces bons samaritains vont donc être localisés automatiquement, puis alertés de l'urgence et décider ou non de répondre à cette situation urgente, puisqu'ils peuvent d'abord ne pas voir l'appel. Le téléphone peut être au fond d'un sac dans une voiture, il peut être sur mode silencieux en pleine réunion, il peut être éteint évidemment. Donc le bon samaritain, quand il reçoit une notification et qu'il en a connaissance, peut répondre ou ne pas répondre. Il peut répondre qu'il est disponible ou qu'il n'est pas disponible. On peut très bien comprendre, par exemple, l'exemple le plus évident à tout le monde, une mère au foyer avec un jeune bébé, seule, ne pourra pas partir et abandonner son bébé à la maison. Donc typiquement, il est bien clair qu'il y a des situations où un bon samaritain ne peut pas intervenir et ce n'est pas grave. Donc les bons samaritains sont localisés, sont alertés et sont ensuite automatiquement dispatchés vers la victime sans que l'opérateur, pompier ou SAMU ait quoi que ce soit à faire, en fonction de leurs compétences, de leur distance par rapport à l'urgence et de leur délai de réponse évidemment. Et donc le logiciel et son algorithme va envoyer les bons samaritains soit vers la victime directement, soit d'abord vers un défibrillateur, et soit uniquement vers un défibrillateur s'ils sont non formés. Voilà à peu près comment ça marche. Et l'opérateur CTA ou centre d'appel SAMU voit sur la carte les bons samaritains apparaître et les suit en temps réel, comme on peut suivre un taxi ou un Uber sur une application. D'accord. Et donc les bons samaritains qui sont déclenchés, ils sont faits à l'initiative de l'algorithme de l'application, ou c'est l'opérateur qui lui va sélectionner un nombre de samaritains qu'il souhaite lui envoyer, ou peut-être que vous allez nous le dire, mais peut-être qu'il y a une doctrine sur un nombre de samaritains qui maximum ou minimum, je ne sais pas, en fonction des disponibilités aussi, qui peuvent être engagés sur ces demandes de secours. Alors en fait, tout est j'allais dire, prédéfini pour que l'opérateur n'ait pas, alors qu'il est en pleine gestion d'un appel pour arrêt cardiaque, que la plupart du temps, il conseille l'appelant pour lui faire masser, pour le faire masser, pour lui faire des gestes de premier secours. Il n'a pas le temps et il n'est pas là pour réfléchir à combien j'envoie de bons samaritains et lequel j'envoie. Donc en fait, tout est prédéfini. Quand on déploie le bon samaritain dans un département, on configure le compte, si je puis dire, le compte utilisateur, en fonction des demandes de nos interlocuteurs.
Alors on a, j'allais dire, une configuration par défaut, qui est celle qui est la plus souvent utilisée par la plupart des départements, qui consiste par exemple à envoyer des bons samaritains non formés chercher un défibrillateur. Typiquement, c'est une fonctionnalité qui peut être désactivée. Si un département ne souhaite pas faire appel à des personnes non formées, il peut désactiver cette option. Il peut également fixer un âge limite. Vous savez qu'on a des secouristes, on peut passer son PSC1 ou être jeune sapeur-pompier avant d'être majeur. Et donc, on a dans notre parc de bons samaritains, on a des gens qui sont mineurs. Donc là encore, le service de secours peut décider s'il veut ou non faire appel à ces bons samaritains-là. Donc tout est configuré par défaut et ensuite est modifiable en fonction des souhaits de chacun. Par défaut, aujourd'hui, le système envoie jusqu'à 5 bons samaritains sur une intervention, sachant qu'il en envoie 3 vers la victime et 2 vers des défibrillateurs. Alors évidemment, il faut qu'il y en ait 5 de disponibles, évidemment, il faut qu'il y ait 2 défibrillateurs à proximité. Si on est en pleine campagne, c'est plus compliqué, mais le scénario typique, c'est ça, c'est 5 bons samaritains, dont 3 vers la victime et 2 vers des défibrillateurs. D'accord, donc pour reformuler, en fait, tout est optimisé pour être rapide et pour envoyer le plus vite possible, ces premiers maillons de la chaîne de secours sans impacter, en fait, le travail de l'opérateur qui est effectivement, l'opérateur 18-15 qui sont en discussion avec le requérant et qui est souvent choqué, qui est souvent en état de choc et qui a, parfois besoin de conseils pour peut-être déjà entamer une réanimation, lorsqu'il est face à son arrêt cardiaque. Absolument. Alors quand on dit comme ça a l'air, ça a l'air très facile, très simple, mais tout ça s'est fait finalement au fil du temps. C'est-à-dire que quand on a démarré le Bon Samaritain à Paris en 2016-2017, c'était l'opérateur qui manuellement envoyait le Bon Samaritain. Il avait la liste des bons samaritains disponibles sur son écran et il décidait d'un clic, j'envoie celui-là ou j'envoie pas celui-là ou je les envoie tous. Et puis petit à petit, on a amélioré l'outil. Petit à petit, ils ont pris confiance également dans l'outil. C'est-à-dire qu'au début, il y avait, je dirais pas de la défiance, mais il y avait ce qui est assez naturel. Finalement, c'était un nouvel outil, comment ça fonctionne, qui sont ces gens. Donc, il y avait un peu de retenue à l'utilisation de l'outil. Et puis, petit à petit, on a fait la preuve de notre efficacité. Et donc, on a pu, comme ça, automatiser de plus en plus les processus de manière à, comme vous l'avez très bien dit, ne perdre le moins de temps possible. Chaque seconde compte. Et donc, aujourd'hui, d'un clic, l'opérateur peut déclencher les bons samaritains qui sont envoyés en mode automatique. D'accord, et sur quel rayon les bons samaritains sont-ils déclenchés? Est-ce que là aussi vous avez programmé, je sais pas, un rayon de 2 kilomètres, 1 kilomètre, 500 mètres? Là encore, le système a évolué. Au début, nous avions un choix on va dire, de rayons, avec un rayon par défaut qui, en général, dans les zones urbaines était de 500 mètres et dans les zones rurales était plutôt autour du kilomètre ou de 2 kilomètres. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne répondait pas à toutes les attentes. On a été confronté, par exemple, à un département comme les Alpes-Maritimes, où il y a des disparités énormes de population entre le littoral, le bord de mer, avec des villes comme Cannes, Nice, qui sont des zones extrêmement denses, et puis le nord du département, qui est montagneux et où il y a très peu de population. Et donc, en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a là encore automatisé le process de recherche en utilisant des données de l'INSEE. C'est-à-dire qu'en fait, l'INSEE vous fournit une carte de France découpée en carrés de 100 mètres de côté, et pour chaque carré, elle vous donne une densité de population. Et donc, en fait, au moment où on nous transmet une adresse, automatiquement, on sait dans quel carré on est, donc on connaît la densité de population de cette zone et des carrés avoisinants, et donc on est capable d'avoir un rayon de recherche qui dépend de cette zone-là. Et donc, automatiquement, maintenant, le rayon de recherche va s'étendre plus ou moins en fonction de la zone dans laquelle on se trouve. L'objectif étant à la fois d'avoir suffisamment de bons samaritains pour répondre à l'intervention et à la fois de ne pas alerter. Si on fait un rayon de 1 kilomètre dans Paris, on va alerter 30 bons samaritains, ce qui ne sert à rien. Voilà, donc on a encore là aussi, j'ai envie de dire, le bon samaritain est un outil qui est en perpétuelle évolution. Il ne se passe pas une semaine où on ne modifie pas quelque chose de manière à essayer d'optimiser, d'être plus fin, plus précis, plus rapide. D'accord.
Je voulais qu'on balaye aussi la question de la responsabilité parce que, alors moi aussi personnellement, j'anime de la formation aux premiers secours et c'est des questions qu'on nous pose régulièrement. C'est quelle est la responsabilité du secouriste? Donc cette question a été levée avec cette loi, sur le citoyen sauveteur, mais du coup, quid du bon samaritain? Je pense que vous allez me dire que le bon samaritain rentre, complètement dans le cadre de ce dispositif. Absolument. La loi du citoyen sauveteur est venue, j'allais dire, euh, enfoncer le clou et rassurer tout le monde, mais en fait, elle n'était pas nécessaire. Déjà auparavant, les personnes qui portaient secours en cas de détresse à quelqu'un étaient protégées par la loi et on pouvait le résumer en disant il vaut mieux mal faire que de ne rien faire. Et la loi protégeait les gens qui intervenaient. La loi du citoyen sauveteur, elle est venue finalement confirmer dans le cas précis des citoyens sauveteurs et donc des bons samaritains, elle est venue confirmer le fait que de porter assistance à une personne en arrêt cardiaque faisait de vous un collaborateur occasionnel du service public et qu'à ce titre, vous étiez couvert par le service public. Mais de la même manière, j'ai envie de dire, quand l'opérateur demande au requérant de faire un massage cardiaque, le requérant devient un collaborateur occasionnel du service public puisque, à la demande du service public, il effectue des gestes de premier secours. Donc, tout ça, c'était un périmètre qui paraissait un peu flou pour certains, mais où en fait, c'était déjà assez clair. Mais la loi, finalement, nous a permis de lever certaines objections, certaines réticences et d'éviter des discussions juridiques, on va dire, un peu complexes avec certains départements qui étaient là encore un peu timides. Donc, elle nous a beaucoup aidés. Mais je vous confirme, pour moi, il est clair que le bon samaritain est un collaborateur occasionnel du service public et qu'à ce titre, quand il intervient à la demande des secours, il est bien sûr protégé par le service public. D'accord. Et alors, quid du bon samaritain qui serait sur son lieu de travail? Alors, l'application nous donne la possibilité de refuser, l'engagement, quand elle sonne, hein, si enfin moi j'étais déclenché une fois, l'application nous dit: «Est-ce que vous êtes disponible?» Oui, non, on peut cliquer non, bien sûr. Le bon samaritain qui serait sur son lieu de travail clique oui, va porter assistance. Par rapport à son employeur, est-ce qu'il y a des sanctions possibles? Est-ce que, comment est-il protégé par rapport à cela? Alors là, je suis un peu embêté pour vous répondre parce que je suis incapable de vous affirmer quoi que ce soit et je répondrai pas ni juridiquement ni en termes de code de travail parce que c'est pas mon domaine. Moi, je vous répondrai avec le bon sens et je dirais que naturellement, j'ai envie de dire naturellement, il me paraît évident que quelqu'un qui est bon samaritain et qui est déclenché par les secours, dans la mesure où ça ne met pas en danger l'activité professionnelle, doit pouvoir intervenir, quitte à ce que s'il y a des tensions initiales dans l'entreprise, elles puissent être expliquées au décours de l'intervention afin de lever tout problème ou toute situation conflictuelle. Je crois que, si vous voulez, moi, ça me fait penser un peu dans un autre domaine, mais c'est un peu le même esprit, à des personnes qui installent des défibrillateurs dans des bâtiments privés, des entreprises ou des immeubles de copropriété, et qui disent, mais c'est pour les collaborateurs de l'entreprise. J'ai envie de dire, si quelqu'un frappe à la porte et dit, il y a un arrêt cardiaque devant votre porte, dans la rue à 50 mètres, il me paraît difficile de dire non, 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 notre défibrillateur, il est pour nos collaborateurs, pour l'entreprise, je peux pas vous le donner. Je crois que c'est du bon sens avant tout. On est bien d'accord. Alors moi j'avais une autre question, c'est sur la formation des bons samaritains et je vais raconter un petit peu ma vie. Cet été j'arrive sur mon lieu de vacances, ça faisait quelques heures que j'étais sur ce lieu, je ne connaissais pas du tout l'endroit et mon téléphone sonne. Enfin en tout cas j'entends une alarme, j'ai mis un certain temps à comprendre que cette alarme provenait de mon téléphone. Donc je vais regarder le téléphone et en fait, je me rends compte que c'est l'application Staying Alive qui me demande d'intervenir, enfin le Bon Samaritain, pardon, qui me demande d'intervenir. Donc effectivement, je me rends disponible. Bon, l'application me donne l'adresse. Alors moi, je connais pas du tout les lieux. Là, je me sens un peu perdu. Je me dis: «Mais mince, comment je vais faire pour trouver l'adresse et pour y aller?» Et effectivement, un GPS, de l'application, hein, je crois, si ma mémoire est bonne, s'est enclenché et m'a guidé jusque sur les lieux de l'intervention. J'étais très frustré parce que l'intervention était à 1,5 km environ
direction de là où j'étais moi. Et du coup, j'étais arrêté en cours de route. Les services de secours m'ont envoyé un message me disant, écoutez, beaucoup d'autres secouristes sont intervenus, votre présence n'est plus nécessaire, vous pouvez rentrer. Je me suis posé des questions à la suite de mon expérience et je me suis dit que peut-être si je m'étais renseigné plus tôt, si j'avais eu pas une formation, mais une information en tout cas sur comment ça se passe quand je serai déclenché, quel bruit, parce que le bruit est particulier, quel bruit ça va faire, comment va se comporter l'application pour me demander d'intervenir. Voilà, j'aurais peut-être été plus rapide et j'aurais peut-être pu intervenir du coup. Dès en cas d'arrêt cardiaque, on sait bien, c'est que le temps est compté. Du coup, est-ce que vous proposez un tuto? Est-ce qu'il y a une information là-dessus ou qu'on peut trouver? Et si oui, à quel endroit? Alors oui, alors il y avait pas. Donc il y a, je saurais plus vous dire depuis quand on a mis en place cette fonction, mais votre demande, j'allais dire, elle est extrêmement logique et vous n'êtes pas le premier à nous avoir fait cette remarque. Et donc il y a, j'allais dire à peu près un an, mais peut-être que je me trompe un peu, nous avons rajouté dans l'application Staying Alive une fonction qui s'appelle simulation d'alerte, qui se trouve dans le menu Bon Samaritain, qui est donc en bas de l'écran au milieu. Il suffit de cliquer sur Bon Samaritain et l'écran sur lequel on arrive, où on a son profil, on a le modèle, où on peut tester sa connexion, etc. Il y a une entrée qui permet de déclencher une simulation d'alerte, sachant que en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on déclenche entre guillemets une vraie fausse alerte proche de vous. C'est-à-dire que le système déclenche une alerte comme si c'était une vraie à 150 mètres de là où vous êtes. Donc, où que vous soyez, l'alerte sera toujours proche de vous, de manière à ce que vous ayez à la fois la sonnerie, les écrans, le trajet, pour que justement vous puissiez vous familiariser avec l'outil. Alors, on a fait également des vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube, mais qui sont pas forcément très vues et sur lesquelles on communique de temps en temps, mais probablement pas assez souvent. Mais maintenant, il y a un mode simulation qui permet à toute personne téléchargeant Staying Alive de voir à quoi ressemble et d'entendre à quoi ressemble une alerte de Bon Samaritain. Ok, c'est génial, j'irai voir ça avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous avez des statistiques à nous donner sur le Bon Samaritain? Combien de déclenchements, je sais pas, à l'année, au mois? Combien est-ce qu'on a des retours sur le nombre de personnes qui ont pu être sauvées véritablement grâce à l'application? C'est quand même le meilleur moyen de vendre l'utilité de cette application. Oui, bien sûr, on a des chiffres. J'allais dire, on suit tout en permanence de très très près. Aujourd'hui, on est, à l'instant où je vous parle, on est à 20 838 interventions depuis septembre 2017. D'accord? Donc ça donne un premier chiffre. Ce qu'il y a d'intéressant sur ce chiffre de 20 800 interventions, on va dire à peu près 21 000, c'est qu'en fait, il y en a eu 1000 le mois dernier. D'accord? Un peu plus de 1068 le mois dernier. Qu'en fait, on en a eu à peu près 8000 en 2021. Et donc, en fait, on a une croissance qui est exponentielle du nombre de déclenchements. Ça accélère de plus en plus. Aujourd'hui, on a fait une communication, je me rappelle, l'année dernière, je pense que ça devait être vers le mois de septembre, on était assez frappé. Tout d'un coup, on était à 24 déclenchements par jour. Et donc, on avait communiqué en disant il y a un déclenchement toutes les heures, en moyenne. Aujourd'hui, on est plutôt à 35 déclenchements par jour. Donc, on voit que entre septembre 2021 et on va dire avril 2022 à 2 jours près, en un peu plus de 6 mois, le nombre de déclenchements a considérablement augmenté. Donc on a une vraie accélération. Donc ça donne un premier chiffre. Je vous l'ai dit, on a 190 000 bons samaritains. Aujourd'hui, on en a autour de 4 000 nouveaux tous les mois. Ça donne des chiffres, ça c'est les premiers grands chiffres. Après, en termes de survie, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que vous êtes déclenché, vous intervenez, le patient survit. Rien ne prouve que si vous n'étiez pas intervenu, il n'aurait pas survécu. Donc sur un cas isolé, j'allais dire, on peut évidemment que se féliciter et féliciter les bons samaritains qui interviennent, quelle que soit l'issue bien sûr, mais encore plus si la personne survit. Mais pour autant, on ne peut pas affirmer que peut-être le VSAV serait pas arrivé une minute après, aurait posé le défibrillateur et que la personne aurait survécu. La seule façon de prouver l'efficacité d'un système comme le Bon Samaritain, c'est d'analyser des cohortes de patients importantes et de faire des statistiques sur des grands nombres. Ce qu'on a fait en 2018 avec
le service médical des sapeurs-pompiers de Paris, où on a fait une étude sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble des arrêts cardiaques qui ont été pris en compte par la BSPP. Et la conclusion de l'étude, qui a été publiée dans une revue anglo-saxonne d'urgence, est que en cas d'intervention d'un bon samaritain, le taux de survie fait mieux que doubler. C'est-à-dire que, bon, alors Paris, malheureusement, pour le reste de la France, a des chiffres qui sont bien supérieurs à la moyenne nationale, puisqu'à Paris, le taux de survie moyen à l'arrêt cardiaque est de 16%. Alors qu'en France, on est plutôt autour de 7, 8 sur le territoire national. Mais 16% de taux de survie à Paris, 35% lorsqu'un bon samaritain intervient. Donc ça, c'est des façons, j'allais dire, chiffrées, d'objectiver quelque chose qu'intuitivement tout le monde le savait, c'est-à-dire que plus on masse tôt, plus on choque tôt, mieux c'est. Mais voilà comment on peut démontrer l'efficacité du bon samaritain par des études comme celle-là. On a en projet d'en refaire une nouvelle sur plusieurs départements, mais c'est long, ça prend du temps, mais c'est la seule façon de le démontrer de manière formelle. Et alors, du coup, est-ce que ce nombre de déclenchements, est-ce qu'il ne serait pas corrélé? J'ai regardé un petit peu les stats quand même, et j'ai remarqué qu'effectivement, vous avez un développement exponentiel depuis 2017-2018, aussi bien en termes de nombre de services de secours qui utilisent l'application que de nombre de bons samaritains qui sont inscrits. Est-ce que le nombre de déclenchements est corrélé à ce déploiement exponentiel? Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a une explication? Il n'y en a peut-être pas, hein, mais... Oui, les explications, elles sont extrêmement simples. Il y a deux facteurs qui font qu'il y a plus de déclenchements. Le nombre d'arrêts cardiaques étant, lui, globalement assez stable, même s'il y a eu une recrudescence constatée au moment du Covid. Mais aujourd'hui, le fait est que nous avons de plus en plus de départements utilisateurs et que entre le moment où on déploie le bon samaritain dans un département et où celui-ci l'adopte dans ses routines quotidiennes, où tous ces opérateurs sont bien formés, bien sensibilisés, ça prend du temps. Et donc en fait, on a une montée en charge qui est d'une part l'extension de la couverture du territoire national, puisqu'aujourd'hui on est à quasiment 70 départements couverts. Un deuxième facteur, c'est également que dans un nombre croissant de départements, nous sommes déployés chez les sapeurs-pompiers et au SAMU, ce qui évidemment fait on capte plus d'appels pour arrêt cardiaque. Et puis, il y a le fait que les opérateurs sont de plus en plus sensibilisés, qu'on fait des opérations pour les sensibiliser, les reformer, faire, tout ce qu'on peut pour que ça devienne un réflexe, un automatisme et qu'il n'y ait plus à réfléchir. D'accord. Et du coup, la mise en place du bon samaritain au sein des services de secours, elle se provoque comment? Est-ce que c'est vous qui allez les démarcher? Est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt maintenant eux, puisque vous avez votre crédibilité maintenant, est-ce que c'est eux qui viennent vous solliciter directement? Et puis quels sont vos leviers pour faciliter le déploiement justement encore plus et peut-être attendre vers les 100% du département couvert par le bon samaritain? Bien sûr. Globalement, je dirais que c'est encore nous qui beaucoup faisons la démarche. Nous avons eu quelques cas de départements qui nous ont sollicité directement, mais ça reste rare. Je crois que, alors évidemment, la situation a changé par rapport à 2018 où on avait 2 départements. Aujourd'hui, je pense comme vous l'avez dit, on est relativement crédible et on a fait la démonstration de notre efficacité, de notre utilité. Pour autant, je crois que d'abord on est dans une situation sanitaire en France et enfin dans le monde, mais qui fait que l'ensemble des services de secours sont déjà submergés. Si on prend les SAMU avec les centres 15, les appels, ils sont submergés. Si on parle des sapeurs-pompiers, ils ont massivement participé au programme de vaccination dans la France entière. Donc, beaucoup nous ont dit on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Voilà. Donc, je pense qu'ils sont extrêmement sollicités. Ils ont beaucoup de travail. Et donc, spontanément, ils viennent pas forcément nous voir. Voilà. Donc, c'est arrivé, mais c'est pas le cas le plus fréquent. Donc, globalement, c'est nous qui les contactons, c'est nous qui leur en parlons. Parfois, ils viennent nous voir parce qu'ils ont un ami qui est dans le département d'à côté et qu'ils en ont entendu parler et qu'ils veulent le mettre en place, mais c'est essentiellement nous. Après, les leviers que nous avons, on n'en a pas beaucoup. Je dirais qu'on en a un premier, c'est l'historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est évidemment beaucoup plus facile pour nous de convaincre un service de secours du bien fondé de notre démarche qu'il y a 4 ans ou 5 ans. La démonstration est faite. Le deuxième levier, c'est la reconnaissance de la tutelle.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le soutien officiel, je vous l'ai dit, du ministère de la Santé, on a le soutien officiel de la Direction générale de la sécurité civile, on est subventionné par la Direction générale de la sécurité civile, on est partenaire de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Donc, j'allais dire, le monde du secours et de l'urgence nous a adoubés, on va dire, et donc ça facilite les choses. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, la loi du citoyen sauveteur a permis de lever quelques réticences d'ordre juridique qui font qu'aujourd'hui, il n'y a plus de réticences. On a encore des réticences parfois qui sont liées à une méconnaissance de l'outil et, et de ce fait, des réticences liées à une crainte d'une surcharge de travail des opérateurs du CTA ou les commandants, les patrons des opérations, les directeurs départementaux nous disent mes équipes sont déjà surchargées de travail, je ne peux pas rajouter dans le process un nouvel outil qui va encore les charger davantage. Mais ça, on arrive à le lever assez facilement quand on leur fait des démonstrations de l'outil et de sa simplicité d'utilisation. D'accord. Alors actuellement, lorsque les opérateurs du 15, du 17, du 18 nous répondent, ils utilisent un logiciel d'aide à la gestion de l'alerte. Aujourd'hui, chaque institution, dans chaque département, a le choix de son propre outil. Et donc, pour uniformiser tout ça, tous les services de secours, le ministère de l'Intérieur travaille aujourd'hui sur un logiciel qui devrait être prochainement déployé sur le plan national. C'est le projet Nexis. Est-ce que le Bon Samaritain a-t-il été associé au développement de ce logiciel? Et sinon, est-ce que vous savez si le Bon Samaritain y sera intégré pour faciliter encore plus son utilisation? Alors en fait, nous travaillons avec les équipes de développement Nexis depuis le premier jour. C'est un projet sur lequel on est embarqué, si je puis dire, depuis maintenant plusieurs années. Aujourd'hui, on est intégré dans Nexis. Et dès le premier déploiement de Nexis en Seine-et-Marne, le Bon Samaritain sera intégré. C'est des mois de travail et de collaboration avec eux, mais c'est pas eux qui se sont adaptés à nous. J'allais dire, on a travaillé à interfacer les outils pour là encore aller gagner encore quelques secondes supplémentaires et éviter l'oubli, c'est-à-dire le fait qu'un opérateur pris dans le feu de l'action pourrait oublier de déclencher les bons samaritains, de lancer la recherche de bons samaritains. Là, ça sera configuré, automatique, et voilà. Donc, on est extrêmement content de ce travail. C'est un projet qui nous tient à cœur et avec lequel on a travaillé dès le début avec les équipes initialement de la BSPP, qui ensuite ont rejoint le projet Nexis. Oui, donc c'est encourageant et ce sera un levier facilitateur supplémentaire pour déployer le logiciel. Absolument, parce que comme je vous le disais, les objections qu'on a encore sur la charge de travail possible qui pourraient être liées au déploiement du Bon Samaritain vont disparaître avec le déploiement de Nexis, puisque le Bon Samaritain ne se verra plus, en fait, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, un département qui aura Nexis et le Bon Samaritain, à partir du moment où il aura configuré dans Nexis que face à un motif arrêt cardiaque ou suspicion d'arrêt cardiaque, on envoie des bons samaritains, le système le fera automatiquement. D'accord. Alors moi, je suis un petit peu geek sur les bords, je suis l'actualité sur tout ce qui est sécurité civile, santé, sécurité, et cetera, et j'ai découvert récemment qu'il y avait une association qui avait développé un autre outil qui est très complémentaire au vôtre, c'est, l'AFPR, c'est l'Association française des premiers répondants qui ont créé un dispositif qui s'appelle GeoCœur. Donc c'est une petite boîte que l'on vient placer sur le défibrillateur. Les services de secours auront une application comme le Bon Samaritain en fait, et lors d'un arrêt cardiaque, actionneront ces boîtiers qui émettront une alarme pour attirer les secouristes qui se trouveraient à proximité. Le secouriste à proximité de ce boîtier il viendrait récupérer donc le défibrillateur, scannerait un QR code qui lui donnerait toutes les informations pour se rendre sur son intervention. De ce que j'ai compris, ce boîtier est en cours de développement actuellement et notamment dans le département de la Moselle. Il est complètement complémentaire au Bon Samaritain finalement. Eux, c'est le matériel. Vous, on pourrait presque dire que c'est le matériel aussi via Staying Alive, mais dans le cadre du Bon Samaritain, ce sont les secouristes. Est-ce qu'il y a un projet de partenariat entre vos deux équipes, enfin oui, vos deux outils, si je puis dire? Est-ce que voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là qui est prévu ou qui est envisagé? Oui, je connais bien ce projet. Je connais la FPR, je connais Frédéric Lebol, son fondateur, qui donc lui a déployé une solution équivalente au Bon Samaritain en Moselle.
on a de assez bons rapports. Ils sont venus nous voir fin 2021 pour nous présenter GeoCœur, qu'ils expérimentent en effet à ma connaissance en ce moment en Moselle donc, et l'idée est de voir comment nous pourrions nous brancher sur leur système pour que dans les départements où le Bon Samaritain est présent, le Bon Samaritain puisse alerter les boîtiers GeoCœur comme il alerte les Bons Samaritains. J'ai pas encore de date. Non, je pense que le point il n'est pas tant technique, même s'il y aura un petit peu de travail à faire pour intégrer, interfacer leur boîtier. Il est plus une mise en œuvre, d'avoir une situation concrète où le besoin se fait sentir pour que on se mette autour de la table et que concrètement on avance. L'idée étant, on est d'accord sur le principe, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il faut que la situation l'exige pour qu'on se mette au travail et qu'on s'interface avec eux. J'ai vu aussi que donc Staying Alive, le Bon Samaritain, vous réalisiez des formations, vous interveniez sur des conférences. Est-ce que vous voulez nous en parler ou nous en dire un mot? Alors, on n'en fait pas beaucoup, on voudrait en faire plus. Le point, il est extrêmement simple. On est parti d'un constat très simple, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et comme nous avons besoin pour recruter des bons samaritains, de trouver des gens qui soient formés aux gestes de premier secours, on s'est dit que finalement, on pouvait nous aussi apporter notre pierre à l'édifice et former des personnes volontaires. Alors, on va pas tellement être sur on fera pas de la formation SST. C'est pas notre métier. Il y a des entreprises dont c'est le job et qui le font très bien. Nous, notre objectif, il est davantage d'aller faire de la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Il est vraiment de faire le minimum de formation nécessaire pour que quelqu'un sache utiliser un défibrillateur, reconnaisse un arrêt cardiaque, connaisse les premiers gestes qui sauvent, de manière à être capable d'être efficace en cas de sollicitation par les secours. On n'est pas là pour, concurrencer le marché de la formation professionnelle. On est davantage là pour sensibiliser des gens, l'objectif étant aussi d'apporter des réponses aux entreprises qui nous accompagnent et qui nous suivent, parce qu'il nous paraît cohérent qu'une entreprise qui est partenaire du Bon Samaritain, ne se contente pas, entre guillemets, de nous verser des fonds, mais également une démarche en interne qui soit cohérente et qui donc s'assure qu'au sein de ses équipes et de son personnel, il y ait des gens formés, il y ait des défibrillateurs dans leurs locaux, etc., etc. Et donc, dans cet esprit-là, nous sommes amenés à faire des séances de sensibilisation aux gestes qui sauvent. C'est plus comme ça qu'on se positionne, plus que dans une vraie structure de formation. D'accord. Bon, écoutez, merci pour toutes ces informations. Comment on peut suivre l'actualité du Bon Samaritain, de Staying Alive, de toutes vos activités? Alors pour nous, on est présent sur, la plupart des réseaux. Si on veut nous suivre, on est présent. D'abord, on a un site web qui est bon-samaritain.org. Ensuite, on a une page LinkedIn, on a une page Facebook, on a un compte Twitter, on a un compte Instagram. On a de quoi faire. L'essentiel de nos communications, on envoie une newsletter à nos bons samaritains également une fois tous les 3 mois à peu près, pour pas trop les saturer. Mais globalement, entre Twitter, Instagram et Facebook, on peut être assez facilement au courant de notre actualité. Oui, vous êtes partout, ce sera facile de vous retrouver. On essaye. C'est du travail, c'est le travail du temps, mais aujourd'hui, je pense que c'est essentiel pour faire connaître nos actions, pour trouver de nouveaux bons samaritains. C'est absolument essentiel. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vais vous laisser le mot de la fin. On arrive au terme de l'interview. Eh bien, le mot de la fin est très simple, c'est télécharger Staying Alive et devenir bon samaritain. Et ben voilà, tout est dit. Et ben Paul, je vous remercie encore d'être venu au micro du podcast Santé et Sécurité pour nous parler du Bon Samaritain et pour répondre à toutes ces questions qu'on entend et qu'on nous pose régulièrement. Il n'y a plus qu'à souhaiter encore une très longue vie au Bon Samaritain. Merci Paul. Merci Sébastien. Si vous avez d'autres questions au sujet des applications Le Bon Samaritain ou Staying Alive, vous pouvez me contacter sur la boîte mail santésécurité.podcast@gmail.com ou sur les réseaux Twitter, Instagram ou LinkedIn. Je vous mets dans la description de l'épisode toutes les ressources nécessaires afin que vous puissiez télécharger Staying Alive et Le Bon Samaritain, ainsi que d'autres liens et informations des sujets que nous avons évoqués avec Paul.
Si vous souhaitez soutenir cette émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli de podcast, à commenter et à en parler autour de vous. Ça aidera beaucoup. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous aimez pas, parlez-en quand même, on sait jamais. Je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous.